19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Raza toujours à feu et à sang. L'armée de l'occupation commet 19 massacres au cours des dernières 24 heures. Rafah est la nouvelle cible de bombardement de l'occupant. Une nouvelle attaque fait plus d'une centaine de victimes et des dizaines de blessés. Tristesse, peur et douleur, le lot quotidien des Palestiniens à Raza. Nous irons à la rencontre de ces familles décimées par l'occupant. L'entité sioniste pratique la destruction économique et financière de l'État palestinien, déclare le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh. Et à 2 semaines du coup d'envoi du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Alger, les experts évoquent un événement prometteur. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, retour tout d'abord sur les derniers événements en Palestine. Raza, une fois de plus, été bombardée au cours des dernières 24 heures. L'occupant a commis 19 massacres et fait 164 martyrs et 200 blessés. Le bilan total des victimes du génocide s'alourdit. Une fois de plus, 28 340 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été assassinées et 67 984 autres ont été blessés depuis le début de l'agression contre la bande de Raza le 7 octobre dernier. Les sionistes ont décidé que ce lundi serait l'un des jours les plus macabres du génocide qui a lieu au su et au vu de la communauté internationale. Plus d'une centaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés à Rafah, dont la plupart des femmes et des enfants, dans des crimes sionistes qui redoublent de cruauté. Nous dormions tous. Soudain, les enfants ont été tirés de leur sommeil à cause du bruit des bombardements et des tirs des drones quadricoptères sur nos tentes. Malgré tous les bombardements autour de nous, nous sommes miraculeusement sortis d'affaire. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres là-bas, parce que chacun essayait de s'échapper pour son propre bien et celui de la survie de ses enfants. Des dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital de Rafah après les frappes ayant ciblé le sud de Raza. Les déplacés ne sont à l'abri nulle part. Ils appellent désespérément à l'aide internationale. Nous avons reçu des centaines de patients. Nous avons reçu plus de 55 blessés et plus de 16 cadavres. Tous sont arrivés dans la même heure. Cela fait depuis 1 heure que les victimes de ces frappes arrivent. J'espère que l'hôpital européen est toujours en service, capable d'accueillir des blessés, car sinon, les corps envoyés ici mourront sans intervention parce qu'il n'y a pas de moyens à cause du manque de ressources. Les bombardements et les attaques sont aujourd'hui le lot quotidien des Palestiniens de Raza. Je vous propose justement d'écouter le témoignage de ce rescapé. Il décrit un véritable enfer. Vers minuit, nous avons entendu le bruit de fortes explosions, comme si l'enfer s'était ouvert sur les civils. Regardez ce qui s'est passé. Les Israéliens prétendent avoir libéré des otages à cet endroit, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous dormions dans nos maisons et nous ne savons rien. Nous avons entendu le bruit des hélicoptères qui tiraient. Ils ont tué des civils qui n'appartenaient à aucune organisation et n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit. Nous n'avons pas vu d'otages ici, mais nous avons vu un hélicoptère atterrir à cet endroit et il y a eu des tirs nourris, comme s'il s'agissait d'une très grande bataille. Le monde est devenu un enfer pour la vie des civils.
Les Palestiniens de Rafah font leurs adieux à leurs proches assassinés par l'armée sioniste, un quotidien douloureux pour des milliers de civils. Le récit Nalaït Hamouda. J'espère que personne ne connaîtra une nuit comme la nuit dernière. C'était une nuit dure des massacres. Des familles se recueillent en larmes et en prières silencieuses devant de nombreux corps, certains appartenant à des adultes, d'autres à des enfants, enveloppés dans des linceuls imbibés de sang en vue de leur inhumation. Les proches pleurent, donnent un dernier baiser à un franc sans vie, sachant qu'eux-mêmes mettront fort possible bientôt ces linceuls. Pourquoi avez-vous tué ma famille pendant qu'ils dormaient? Ce sont des enfants. Je collecte les parties du corps de membres de ma famille depuis le matin. Ils étaient en morceaux, je ne pouvais pas les reconnaître. Je ne reconnaissais que leurs orteils ou leurs doigts. À 2 heures du matin, nous dormions et nous avons entendu les bruits des bombardements. Les gens dormaient et ils n'ont rien à voir avec la guerre ou quoi que ce soit. Ils les ont bombardés, Dieu merci, environ 40 à 45 martyrs, pour la plupart des enfants qui n'ont encore rien vu dans ce monde, mais Dieu merci, que pouvons-nous faire? Ces bombardements qui se multiplient depuis quelques jours ne seraient que les prémices des opérations militaires sionistes annoncées mercredi dernier par Netanyahou. Une prochaine incursion terrestre des troupes sionistes dans la grande ville du sud de la bande de Gaza qui sème un vent de panique parmi la population. Car ce sont désormais près d'1,5 million de personnes qui se déplacent ici à la frontière égyptienne, arrivées contre leur gré, conséquence des combats menés plus au nord. L'opération militaire est loin de l'endroit où les membres de ma famille ont été bombardés, à environ 4 ou 5 km de là. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec l'opération militaire. Les hypocrites et les médias israéliens ne devraient pas dire qu'il s'agissait d'une opération militaire. L'endroit où nous logions n'a rien à voir avec cela. Nous avons été déplacés du nord. Nous n'avons rien à voir avec qui que ce soit. Pourquoi nous avez-vous bombardés? Veuillez justifier. La horde sauvage sioniste intensifie ses bombardements sur Rafah et les craintes s'accentuent sur le sort des civils déplacés, malgré les appels incessants à la retenue et à épargner les civils de la part notamment de l'ONU et des organisations gouvernementales et non gouvernementales avant qu'un nouveau génocide ne se produise à Rafah. Et en temps de guerre, l'humanité trouve tout de même parfois refuge dans des gestes extraordinaires. À Rafah, par exemple, une tente de fortune a été transformée en pédiatrie par un jeune médecin volontaire pour soigner donc les enfants malades. Retour sur cet acte héroïque avec Mohamed Ali Ben Chaban. Dans ce service pédiatrie improvisé, chaque mètre carré compte. Des parents très inquiets cherchent désespérément un espoir pour soigner leurs petits-enfants, fatigués et essoufflés par les ravages de la guerre. Un médecin résolu s'est déplacé de Beit Hanoun à Rafah avec une mission délicate, prodiguer des soins aux enfants déplacés. En raison de la guerre, de l'effondrement du système de santé et de l'absence d'hôpitaux ou d'institutions médicales à proximité du camp où je vis, j'avais l'habitude d'examiner 20 ou 30 enfants à l'intérieur de la tente dans laquelle je vis. J'ai donc décidé pour lancer cette initiative, une tente médicale, pour soigner gratuitement les enfants. À l'intérieur de la tente, des bébés enveloppés dans des couvertures reçoivent des soins délicats. D'autres attendent leur tour. Leur regard innocent reflétant à la fois la résilience et la vulnérabilité de la situation. Chaque cri retenu, chaque sourire retrouvé devient une victoire dans cette bataille pour la survie et la dignité humaine. La première raison pour laquelle j'ai fait cela est mon amour pour les enfants. Car je vois un enfant, je ressens le besoin de lui proposer un traitement et d'essayer de l'aider. Derrière cette scène de résilience se cache une réalité brutale. Les ressources sont limitées, les médicaments parfois insuffisants. À cause de la guerre, il n'y a actuellement ni médicaments, ni lieu où se faire soigner. Nous attendons des heures pour être examinés. Et lorsque notre tour arrive, tous les médicaments ne sont pas disponibles. Et les seuls médicaments disponibles sont tous
des analgésiques. Nous sommes venus ici pour soigner nos enfants, mais les médicaments donnés ne sont pas ceux dont nous avons besoin. Et tous les médicaments ne sont pas disponibles. Hier, je suis venue pour de la fièvre et de la toux. Je n'ai pris que des médicaments contre la fièvre. Mais qu'en est-il de la toux? Mon fils a aussi une éruption cutanée à la jambe. En ces temps sombres, la pédiatrie tente devient un symbole de la force d'un peuple. Elle rappelle au monde entier que même au milieu de la destruction, l'amour et le dévouement peuvent encore éclairer le chemin des Palestiniens. Et justement, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé est revenu sur les rapports faisant état de plans de l'entité sioniste pour l'évacuation de Palestiniens de Rafah afin d'étendre son offensive terrestre, les qualifiant de très inquiétants. Dans un communiqué de presse publié ce dimanche, le patron de l'OMS a ajouté que ce plan avait des conséquences dévastatrices pour plus d'1,4 million de personnes qui n'ont nulle part où aller. 447 metric tons of medical supplies to Gaza. Jusqu'à présent, nous avons livré 447 tonnes de fournitures médicales à Gaza. Mais ce n'est qu'une goutte dans l'océan des besoins qui continue de croître chaque jour. Seuls 15 des 36 hôpitaux sont encore partiellement ou peu fonctionnels à Gaza. Les agents de santé font de leur mieux dans des circonstances impossibles. Je suis particulièrement préoccupé par les récentes attaques contre Rafah, où la majorité de la population a fui la destruction vers le nord. L'OMS continue d'appeler à un accès sûr pour le personnel et les fournitures humanitaires. Et face à cette situation chaotique, les enfants de Gaza, contraints d'abandonner leurs études, se sont tournés vers la vente pour venir en aide à leur famille. Pendant donc cette agression sioniste, les enfants qui, on le rappelle, sont la principale cible de ces attaques de l'occupant à ce jour, plus de 10 000 d'entre eux ont été tués. Maintenant, je vends des bonbons pour gagner ma vie et j'ai 13 ans. Mon aspiration est de devenir médecin plus tard. Pendant les vacances, j'allais nager ou jouer au football. Mais maintenant, avec la guerre ici, j'en peux rien faire. J'ai 14 ans et j'étais étudiant. Je voulais devenir chef. Mais cette guerre a détruit tous nos rêves. Maintenant, je ne peux vendre que des desserts. Je travaille ici depuis un certain temps. Nous devons commencer à envoyer nos enfants travailler à cause d'une pression énorme. Nous n'avons pas de nourriture ici, mais juste un énorme fardeau économique. Tout le monde souffre. Nous le disions en titre, l'entité sioniste veut, en tuant et en détruisant et en essayant de déplacer le peuple palestinien, remodeler l'équilibre démographique à son avantage après qu'il ait évolué en faveur de la Palestine pour la première fois depuis 1948. Ce sont là donc les propos du Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya. Il s'exprimait ce lundi en réunion du gouvernement à Ramallah. Shtaya a ajouté que tout était calculé pour que l'aide ne puisse arriver à Gaza. بدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي رفح Rafah accueille plus d'1,4 million d'êtres humains dans des conditions très difficiles, faisant face à la mort, à la faim, à la soif et au froid. Il y a des tentatives israéliennes pour écarter l'autorité de la bande de Gaza à travers le gel des avoirs et la fermeture de tous les points de passage conduisant à Gaza et à travers l'interdiction de l'acheminement des aides humanitaires depuis la Cisjordanie et El-Quds. Mais nous allons continuer d'aider par toutes les voies et tous les moyens. Israël pratique la destruction économique et financière de l'État palestinien à travers les checkpoints et le morcellement géographique, mais aussi via l'interdiction aux travailleurs d'arriver sur leur lieu de travail. Et puis le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé ce lundi les crimes commis par l'entité sioniste à Gaza, dont le plus récent à Rafah, soulignant qu'ils visent à pousser la population à se déplacer sous les bombardements, et ce malgré les avertissements internationaux concernant donc ce génocide qui pourrait résulter du ciblage de la ville peuplée de personnes déplacées.
De son côté, le porte-parole officiel de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rodaina, a déclaré que l'administration américaine ne doit pas rester l'otage de la politique sioniste, d'autant plus que la situation s'aggrave et la poursuite de la guerre contre le peuple palestinien entraînera son expansion régionale. En Cisjordanie, occupée cette fois-ci, les agressions mais aussi les campagnes d'arrestation se sont intensifiées depuis le début du génocide à Raza. Un jeune Palestinien a d'ailleurs été lâchement assassiné ce lundi lors d'un raid. Voilà donc concernant la situation en Palestine. La barbarie sioniste ne s'arrête pas là. Le sud du Liban a une fois de plus été pris pour cible par l'armée de l'occupation ce lundi. Des avions de combat ont bombardé des cibles du Hezbollah et même des civils dans la région de Maroun, Arras, Al-Adissa, Taïr Harfa et Khiyam. Et puis sachez que les juges de la Cour d'appel de La Haye ont ordonné au gouvernement néerlandais de suspendre l'exportation de pièces d'avions de combat vers l'entité sioniste, invoquant un risque évident de violation du droit international. Une décision qui a été prise suite à une action civile intentée par 3 organisations de défense des droits humains. Als gevolg van de Israëlische acties in Gaza. À la suite des actions militaires à Raza, un grand nombre de civils ont été tués, des milliers d'enfants ont été tués, des milliers de maisons ont été détruites, des bombes stupides sont utilisées et chaque zone résidentielle est attaquée s'il y a le moindre signe d'activité. Les limites précédemment appliquées en matière de dommages collatéraux dans le conflit actuel ont été élargies, mais aussi compte tenu des déclarations faites par des soldats israéliens eux-mêmes. Il existe donc un risque évident de violation grave du droit international humanitaire. Et pourtant, il est également considéré comme suffisamment plausible que l'avion de combat F-35 ait été activement utilisé dans ces violations et ait également procédé à des bombardements. Gevechtsvliegtuig actief bij deze schendingen wordt gebruikt. Ook bij het uitvoeren van bombardementen. Et enfin, les Houthis ont annoncé avoir ciblé un cargo américain en mer Rouge, le navire identifié comme étant le Star Iris, une attaque de plus qu'effectuent donc les Houthis en soutien au peuple palestinien qui subit la barbarie sioniste à Raza depuis 4 mois. La marine des forces armées yéménites a pris pour cible le navire américain Star Iris en mer Rouge avec des missiles de précision causant des dommages précis. Les forces armées yéménites assurent que sur la base de leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires, qu'elles poursuivront leurs opérations contre la navigation israélienne ou les navires se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée en mer Rouge jusqu'à ce que le siège soit définitivement levé et que l'agression contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soit arrêtée. Elles poursuivront leurs opérations en réponse aux crimes sionistes contre nos frères dans la bande de Gaza. Dans l'actualité également, cet entretien téléphonique entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Les 2 dirigeants ont abordé les questions d'intérêt commun donc aux 2 pays et la visite prévue en Algérie du président mauritanien. À cette occasion, le président Abdelmadjid Tebboune a félicité son homologue mauritanien pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Un choix qui honore les États et les peuples de toute la région, déclare Abdelmadjid Tebboune, qui a assuré également que l'Algérie sera toujours à ses côtés pour mener ses nobles missions.
Et 2 semaines seulement nous séparent du lancement du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Les experts dans le domaine de l'énergie sont déjà confiants que l'événement constituera une étape importante dans la détermination de l'avenir du gaz en tant que ressource pour la transition énergétique basée sur le rôle historique et pionnier de l'Algérie dans la réalisation d'un consensus mondial dans le domaine en tant que fournisseur fiable et sûr des hydrocarbures. Il s'agit aujourd'hui d'un travail d'une très grande importance, celui de revoir l'accord avec l'Union européenne, article par article, en fonction des objectifs réalisés et des résultats souhaités par chaque partie, dans un sens gagnant-gagnant, mais surtout afin d'éviter que la partie algérienne ne soit lésée. Ceci fait partie du renforcement de la souveraineté algérienne concernant ses ressources naturelles et ses traités commerciaux. La compétition et les litiges continuent entre ces États sur différents niveaux. C'est pour ça que la fonction de la diplomatie est de résoudre ces problématiques. Comme je le disais à l'instant, c'est parce que l'Algérie est liée par de bonnes relations avec la plupart des États du monde que je pense que toutes les voies et les moyens qui seront proposés par l'Algérie trouveront une oreille attentive parmi ces États. Dans le reste de l'actualité, le Kremlin dément l'utilisation par les troupes russes du satellite Starlink d'Elon Musk et affirme que ce système Internet par satellite n'était ni certifié pour une utilisation en Russie, ni officiellement fourni à la Russie et ne pouvait donc être utilisé par la Russie. L'Ukraine, qui a utilisé Starlink pour ses communications militaires tout au long de son conflit avec la Russie, a déclaré dimanche que les troupes russes utilisaient Starlink dans certaines parties de l'Ukraine qu'elles contrôlent. Chez nous, ce n'est pas un système certifié. Par conséquent, il ne peut pas être officiellement fourni ici et n'est pas officiellement fourni. Par conséquent, il ne peut en aucun cas être utilisé officiellement. C'est pourquoi ici, peut-être, nous ne devrions pas nous mêler de la discussion entre le régime de Kiev et l'entrepreneur Elon Musk. Et puis la Corée du Nord annonce avoir développé avec succès un nouveau système de contrôle balistique pour un lancement de roquettes multiples ainsi que des obus contrôlables. L'Académie des sciences de la défense qui supervise le développement des missiles du pays a effectué ce dimanche un tir d'essai de contrôle balistique. Et on passe au sport avec du football et cette tombée de rideau sur la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est donc déroulée en Côte d'Ivoire avec une victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire, hier face au Nigeria. Moribonde donc au premier tour, la Côte d'Ivoire est allée jusqu'au bout dans sa trajectoire incroyable pour remporter sa 3e Coupe d'Afrique en dominant le Nigeria 2-1. On est miraculé, mais je pense aussi qu'il fallait passer par ces épreuves-là pour nous faire comprendre que tout pouvait s'arrêter à un moment ou à un autre. Je prends des exemples d'une équipe, par exemple, comme le Sénégal, qui a gagné tous ses matchs et qui a été éliminé par nous. Et voilà, nous, on a été mis en difficulté, 2 défaites en phase de poule. On s'est adapté au contexte et on a mis les ingrédients qu'il fallait pour être heureux ce soir et rendre fier tout un peuple. Moi, en tant qu'Ivoirien, je suis fier. Je suis fier ce soir, pas seulement d'avoir gagné, mais d'avoir eu un bon retour de la part de tous mes amis qui ont participé à cette compétition-là. Et pour l'Afrique, c'est une progression. Et pour le futur du football africain. Donc, je suis déjà fier de ça. Et en plus, la coupe, en plus. Donc, voilà, tout ce qui se passe ce soir est magnifique. Elles ont toutes une saveur particulière, mais il faut reconnaître que gagner une CAN chez soi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Et en plus de cela, c'est déjà la meilleure CAN de l'histoire, côté organisation, tout ce qu'on peut dire, pelouse et tout ça. Et en plus, on la gagne. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux que ça. Après les joueurs ivoiriens fiers de leur exploit, je vous propose à présent d'écouter les entraîneurs des 2 sélections. Ce serait une tâche que le tenant du titre ne se qualifie pas pour la prochaine CAN, donc elle va arriver vite. La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on ne s'est pas qualifié. Et on a à cœur de faire la Coupe du Monde 2026. On est bien parti, on a gagné nos 2 premiers matchs. Donc il faut continuer dès le mois de juin en remportant les 2 prochains et se rapprocher un peu plus de la qualification. But what didn't feel the match,
La Côte d'Ivoire n'a pas senti le poids du match. Elle a joué facilement avec tranquillité. Notre équipe a davantage senti le poids du match. Félicitations à eux. Mes joueurs ont fait un travail fantastique aujourd'hui. Nous n'avons pas pu faire au mieux. Et puis enfin, le peuple, les supporters fous de joie à la sortie du stade félicitent l'équipe nationale qui a eu un parcours rocambolesque. Partout, pas de pleurs, pas de la tristesse, la désolation, mais on y a cru jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est récompensé par cette belle victoire de la Côte d'Ivoire, une belle revanche face au Nigeria. Wow! Nous sommes champions d'Afrique. Là, je suis très heureux parce que cette fois-ci, c'était vraiment un moment vraiment particulier parce que c'était notre CAN. Il fallait qu'on apprenne cette CAN. Et vraiment, les joueurs se sont donnés de la première à la dernière minute. Il faut dire que ça a été vraiment extraordinaire du début de la compétition jusqu'à la fin. Nous avons vibré. Et voilà, c'est donc sur cette victoire de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.